peut-être c'est la nouveauté de l'affaire qui fait qu'elle ne soit pas connue. Aujourd'hui, on le dit, l'entrée en vigueur est appréhendée de plusieurs façons, et ça c'est l'approche normativiste qui a apporté cette lumière en disant il y a en ce qui concerne l'entrée en vigueur des actes juridiques l'approche théorique et l'approche pratique. C'est-à-dire, d'une part, l'approche théorique qui considère que l'acte entre en vigueur à compter soit de sa signature, soit de sa publicité ou de sa notification, et l'autre qui dit non, l'acte juridique n'entre en vigueur qu'à partir du moment où il est appliqué effectivement. Ça s'appelle la théorie de l'entrée en vigueur effective. Nous faisons donc un procès en sorcellerie consistant à penser que les juristes sont des hommes aériens. Je ne l'admets pas parce que ce n'est pas vrai. En plus, vous dites que le Gabon est une monarchie. Je ne sache pas que le président de la République ait hérité de son pouvoir du Sahil. C'est pour cela, et justement, c'est pour cela que aujourd'hui, l'analyse juridique a ceci d'excitant, je dis bien ceci d'excitant, qu'elle permet, lorsque des propositions sont avancées, de donner des éléments de preuve dans les textes. Lorsque je dis que le régime politique camerounais n'est pas présidentiel, je défie quiconque de me donner un seul critère du régime présidentiel dans la loi constitutionnelle du 18 janvier 1996. Je défie quiconque de me démontrer que dans la Constitution, j'allais dire dans la loi constitutionnelle de 1996, il n'y a pas un pouvoir de dissolution. Parce que les critères du régime parlementaire sont clairs. Le pouvoir de dissolution, d'une part, et la responsabilité du gouvernement devant le Parlement. Ça veut dire que ce sont des critères vérifiables. Ce sont des critères vérifiables. Maintenant, que l'on dit de manière idéologique, parce qu'on est contre le régime actuel, qu'il s'agit d'un régime présidentialiste, je peux le comprendre, mais ça ne relève pas du droit, ça relève non même pas de la science, mais de l'idéologie. Et nous devons bien faire la différence, parce que dire que le régime politique camerounais est présidentialiste, c'est dire, qu'il n'y a pas de parti politique au Cameroun, qu'il n'y a pas de multipartisme, qu'il n'y a pas de droit et liberté consacrés et même parfois défendus. Je voudrais bien être clair là-dessus. Ce sont des droits qui existent, et puis ce n'est même pas une nouveauté. Parce que ce qu'on a appelé libéralisation est en fait ce que moi j'appelle la relibéralisation, parce que tous les droits actuellement consacrés, ou plutôt de nouveau consacrés, sont des droits qui ont existé dans ce pays après la conférence de Brazzaville en 1944 et autres. Et d'ailleurs, c'est en vertu de ces droits qu'un État est né, un État appelé Cameroun. Donc, je ne partage pas totalement, pas du tout, les positions de Hollande. De même, je peux comprendre que Duverger soit son arrière-grand-père. Et j'ai le droit d'avoir mes parents, moi aussi. Et je peux faire Duverger. Je le vois. Donc, Duverger a donné naissance, a contribué à la naissance de la science politique française. Personne n'a de le conteste. Mais à partir du moment où il a abandonné la maison de la maman pour aller chez l'homme, bon, on comprend que la maman ne comprenne pas ce qui s'est passé. Et donc, la maman s'est dit, mais finalement, tu es pour ta maman ou de ton nom, je ne sais pas. Et c'est ça le problème. Mais cela n'enlève rien à l'apport de l'UNRG, à l'évolution de la science du droit, c'est incontestable. Cela n'enlève rien à l'autorité de Maurice Duverger, qui est évidemment incontestable. Maintenant, en ce qui concerne les catégories classiques, vous savez, les Je pense qu'il peut y avoir un lieu commun où nous discutons en nous entendant ensemble de régime politique. Je ne perds pas espoir que ces convergences existent et qu'il est nécessaire une discussion entre disciplines. Je vais donner la parole à présent à l'assistance pour toi. Je me présente Elvire, une étudiante en droit public. Et
Et ma question, c'est la suivante. Pardon, elle s'adresse au professeur Lacan. Par rapport au principe de l'exclusivité des États dans la détermination de leur régime politique, et face à l'enchevêtrement des deux régimes politiques principaux dans les États africains, on assiste, ne peut-on pas dire qu'on assiste à une crise de la définition du régime politique des États et ne peut-elle pas être contournée par une analyse juridique normativiste pure qui exclurait toute considération politique dans la mesure où le politique est généralement influencé par des considérations extranationales et donc il faudrait envisager et même redéfinir le régime politique dans les États africains et donc une piste mieux à tout cadre africain et au cadre africain en particulier. Je vous remercie. Entrer dans la question de l'équilibre entre les pouvoirs. Est-ce que, au regard de notre constitution, on n'assiste pas à une fissure du mécanisme poids contre poids, un surpoids de l'exécutif? Autrement dit, est-ce que l'institution, le pouvoir exécutif n'échappe-t-il pas au contrôle de la patrouille législative? Au docteur Bounangini. Dans la mesure où les mécanismes du parlementarisme existent dans notre loi constitutionnelle en dépit de leur inapplication, est-ce que l'inapplication d'une norme est synonyme de sa caducité ou de son abrogation? Si oui, exemple pris de l'article 66 de la Constitution qui n'est pas appliqué serait réputé non écrit. Dans ma deuxième question, ça interpelle conjointement les professeurs Magloire et Nimno, puisque la définition de la politique de la nation incombe au Premier ministre, qui de ce fait peut engager sa responsabilité et celle de son gouvernement devant le Parlement. Au Cameroun, cette prérogative appartient au président qui, lui, n'est pas responsable devant le Parlement. Peut-on dire que cet élément, au-delà des critères classiques du régime parlementaire tel que défini par le professeur Hongrois, est une caractéristique supplémentaire du régime parlementaire? Si oui, la non-jouissance de cette prérogative par le Premier ministre nuit-elle à la qualification parlementaire du régime politique camerounais et comment cette absence de la jouissance de la prérogative justifie-t-elle qu'il soit responsable devant le Parlement? Alors, merci pour cette question. Ma question s'adresse au professeur Kindo, qui a exposé sur les rapports et a donné deux options, la vision organisationnelle et la vision fonctionnelle. Alors, je voudrais lui poser la question aussi simple, puisqu'il a essayé d'élaguer au niveau des rapports, au niveau fonctionnel entre l'exécutif et ce qu'il appelait le judiciaire, que nous autres, nous aimons aller dans une forte extension sur le juridictionnel. Alors, professeur, que pensez-vous simplement de la Haute Cour de justice et de la Cour de sûreté de l'État? En début de mon propos, sur deux points, nous n'étions pas ici dans la recherche de la vérité, parce que cette vérité n'existe pas. Nécessairement, il y a des divergences, et ces divergences sont liées à des problèmes d'approche. Je ne vois pas le politiste en train de faire une lecture que le juriste, et vice-versa. La seconde observation, c'était de m'interroger justement sur la place du politiste dans l'analyse des régime politique, et non pas du système politique. Et je crois que le débat qui s'ouvre là montre bien qu'on peut s'interroger sur la place du politiste, le regard qu'il jette. Est-ce qu'il jette un regard dans la norme, ou est-ce qu'il jette un regard autour de la norme? C'est ça c'est important. Parce que quand il jette un regard autour de la norme, nécessairement, on n'est pas dans une analyse de vérité. Le président peut dissoudre le Parlement, mais il est irresponsable. C'est-à-dire que lui, le Parlement n'a pas un autre moyen de se battre contre lui.
Bien évidemment, cela peut donner l'impression qu'on a un président qui est à l'abri de quoi que ce soit. Et bien évidemment, c'est même la caractéristique du régime parlementaire. C'est-à-dire possibilité de discours sans que l'on soit atteint de ce point de vue. C'est un élément important. L'autre chose, c'est que, et là le professeur l'a dit, lorsque vous restez dans une analyse strictement juridique, vous analysez les rapports entre les pouvoirs. Et les rapports entre les pouvoirs vous amènent à tirer des conclusions. Et ces rapports sont déterminés par la Constitution. Évidemment, il peut y avoir déséquilibre dans ces rapports. Il peut y avoir égalité dans ces rapports. Mais quand il y a des équilibres constitutionnels, est-ce que pour autant, au fil de la République, est-ce que ça doit venir à dire qu'on est dans un régime présidentialiste? C'est ça ma préoccupation. Vous voyez ce que je veux dire? Ce que je veux dire, c'est quand on sait qu'il existe ou qu'il a existé des régimes royalistes où justement on a un chef d'État fort et un premier ministre qui est le garçon pour ce pouvoir de transmission. Voyez-vous, on ne peut donc pas s'interroger sur cela. Certes, il y a une différence dans l'appréhension de la place du gouvernement au Cameroun et en France. Oui, en France, le gouvernement définit la politique de la nation. Le président a une fonction arbitrale. Ça, c'est l'article 5. Oui, au Cameroun, le chef d'État définit la politique de la nation. Et c'est justement sur ce point qu'il y a des divergences dans l'appréhension, n'est-ce pas, de ces deux régimes politiques, qui sont, toutes, du point de vue constitutionnel, des régimes parlementaires. Et la différence naît justement de ce point de vue. Et donc, de mon point de vue, le président peut avoir d'importants pouvoirs, constitutionnellement parlant, sans que pour autant la nature du régime change. On l'a dit dans un régime présidentiel, et je vous ai dit qu'ici, la distinction présidentielle parlementaire, on la voit à la Britannique d'Arrogant, qui effectivement a pu qualifier à la fois le régime britannique de parlementaire et le régime américain de régime présidentiel. Ce n'est pas parce qu'il y a un président qui domine, simplement c'est qu'il y a une séparation stricte et un président qui est plus ou moins sous contrôle. Il y a des moments où le Parlement a le dessus, devant le président a le dessus. C'est ça qui fait le qui. Alors que dans un régime parlementaire, quand vous observez très attentivement, eh bien, le jeu ne se traduit pas de la même manière. Il y a des mécanismes qu'on ne trouve pas dans un régime présidentiel. À propos du VRG, je dis du VRG, certes, à vous pas apporter le droit public, la science politique, mais en fait, c'est à l'UVRG que l'on voit tout ce débat aujourd'hui. Parce qu'en 1962, lorsque le président est désormais élu au suffrage universel direct, l'UVRG dit le régime politique français a changé. Il est devenu un régime présidentialiste. Or, dans la recherche de critères de qualification d'un régime, eh bien, il n'y a pas l'élection du président de la République. C'est là le vrai problème. C'est-à-dire que toutes les questions de politique, je ne dis pas que tous les juristes peuvent avoir la même posture dans la qualification du régime. L'important, c'est que le critère de qualification soit un critère juridique. Lorsqu'il sort du droit, eh bien, on ne peut pas le considérer comme tel. Les politiques doivent avoir leur qualification. Ça, c'est leur problème. Mais moi, qualifier un régime en utilisant les critères d'un système politique, moi, ça me pose problème. Voilà ce que je veux dire. Sur la garde de la seconde question, justement, j'ai dit, j'ai évacué dans le rapport fonctionnel. Alors, dans le rapport fonctionnel, j'ai exclu, n'est-ce pas, le judiciaire. Parce que je considérais que de ce point de vue, le judiciaire n'a pas d'influence sur les actes de l'exécutif. C'est pour ça que je l'ai exclu. Maintenant, vous évoquez des cas qui participent, si vous voulez, de l'extra, parce que ce sont des juridictions d'exception, de ce point de vue. C'est-à-dire qu'au fond, lorsqu'on est bien en ça ne rentre pas dans la conception judiciaire. Donc, de la Constitution, en termes de pouvoir judiciaire, on dit qu'il y a la chambre administrative,
la chambre judiciaire et la chambre des comptes. Alors les autres instances sont instituées pour juger le président et les membres du gouvernement. Ce qui veut dire qu'on a affaire plus à des juridictions politiques qu'à des juridictions judiciaires. Voilà ce que je vous dis par rapport à votre plan de question. Je vais donner la parole à M. Doyen. Il était posé au conseil du gouvernement, totalement qu'il a développé. Et c'est ça, parce que c'est là justement le problème. On s'en mêle les pinceaux en étudiant des questions de régime politique, en mélangeant les critères. Les juristes ont leurs critères, maintenant que les autres aient d'autres critères, on le comprend. Mais qu'on ne pose pas aux juristes des critères venus d'ailleurs. Et les juristes, ce n'est pas cela, c'est pas cela le droit. Donc, et nous avons le droit de nous enfermer dans notre discipline, quitte à ce que les autres voient autrement les choses. Parce que chaque discipline a ses outils d'analyse. Chaque discipline a ses outils d'analyse et les nôtres ne nous permettent pas d'aller au-delà. Ça, c'est la première chose et je reprends en compte ce qui a été dit par le professeur Guindo il y a un instant. Je voulais plutôt, j'allais dire ma présomptive, sur la question qui a été posée de savoir si l'inapplication n'empêche pas la caducité. Non. De toute façon, je ne sais pas comment ça se passe ailleurs, mais en théorie du droit public ou en théorie du droit, l'inapplication n'est pas une modalité de sortie de vigueur des actes juridiques. L'inapplication qu'on appelle la désuétude, le non-usage, ne permet pas de dire qu'une règle n'existe pas parce qu'elle n'est pas appliquée. Non, le principe ici, et d'ailleurs, il y a un juriste français qui a repris cette question en l'appliquant à la problématique de la qualification du régime politique français. Je crois que c'est Patrick Beauvais qui dit que ce n'est pas parce que la bombe atomique n'est pas utilisée qu'elle n'existe pas. On peut l'utiliser à tout moment. Donc, l'inapplication, le fait que la responsabilité du gouvernement ne soit pas effective, ne change pas grand-chose. Dans notre pays, la responsabilité du gouvernement peut intervenir à tout moment. Il suffit, lors d'une élection, que, je ne sais pas, le SDR ou je ne sais pas quel autre parti gagne l'élection et qu'il soit représenté, gagne les législatives et qu'il soit représenté par un premier ministre. Du coup, la question de la responsabilité du gouvernement va se poser. Alors, est-ce que c'est parce que ça n'a pas été utilisé depuis quelques années que l'on va dire non, il faut que ça change la nature? Non. En tout cas, en ce qui concerne les principes de classification des régimes politiques, le projet de l'a dit tout à l'heure, on s'attache à la norme. Et la norme a ceci de particulier qu'elle vit tant qu'on ne l'a pas sortie de l'ordre juridique. Et la sortie de l'ordre juridique va être un acte volontaire, soit le retrait, soit l'abrogation, évidemment dans toutes ces variantes, y compris la caducité. Mais la caducité ici, c'est peut-être de là que vient je vais dire, le flou. La caducité est-elle la conséquence du non-usage? C'est-à-dire, le mot caducité est-il synonyme de désuétude? Non. La caducité, c'est l'abrogation implicite. Parce qu'on fait bien la nuance entre l'abrogation explicite et l'abrogation implicite. Il y a abrogation explicite lorsqu'un texte de niveau égal dispose autrement qu'un texte antérieur. Alors qu'il y a abrogation implicite lorsque un texte supérieur et postérieur dispose autrement sans viser expressément une disposition. On est donc dans le cas de l'abrogation implicite. Mais c'est de cela, c'est ce que j'entends par caducité. Maintenant, s'agissant de l'autre question relative à l'exclusivité ou la prise de la définition des régimes politiques, vous savez, les crises, on en parle depuis longtemps, depuis les années 30. Après cela, les années 60, on a parlé de la crise de la définition des régimes politiques, mais personne n'a réussi à mettre tout le monde d'accord autour de régimes politiques, autres que ceux que nous connaissons encore aujourd'hui, c'est-à-dire les régimes parlementaires, présidentiels et d'assemblée. Je ne pense pas qu'il y a une crise. Les juristes ont la fâcheuse habitude, lorsqu'ils ne comprennent pas un phénomène, de dire soit c'est spécial,
soit il y a crise. Non, la crise, moi je ne la vois pas. En tout cas, à l'heure actuelle, toute la doctrine est unanime pour dire que la classification des régimes politiques, et là d'ailleurs il faut le remarquer, depuis les années 90, depuis la fin des années 90, on est revenu à une analyse normativiste des régimes politiques, et depuis lors, il n'y a plus de grand débat sur les classifications des régimes politiques. Voilà ce que je peux dire. Merci. Oui, exactement. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais dire un mot sur cette question d'identité. Je suis peut-être mieux placé pour en parler. Parce que, étant juriste à la base et politiste, je ne sais pas si le fond. Je suis partagé par ces deux sensibilités. Dès que je suis assis entre deux chaises, une position manifestement inconfortable. Je crois donc que, comme vous avez dit, vous voyez, tout dépend de sa posture épistémologique. On ne peut pas forcer un chercheur à abandonner son identité pour en acquérir une autre, en moins qu'il ne veuille le faire volontairement. Mais je dois dire également que forcément on a une identité. Il y a une identité primordialiste et une identité qui est construite socialement. Vous savez, la question des identités fonctionne un peu comme les religions. Même que vous ne pouvez pas inviter l'imam à dire la messe à la cathédrale, c'est totalement pas incongru que le pasteur ou le prêtre aille dire une prédication à la mosquée de Tiga. Et il me semble qu'il existe. Je vais poursuivre métaphoriquement. Il semble qu'il existe des messes écuméniques. Plus précisément des célébrations écuméniques. Il peut y avoir l'occasion de passerelles collectives entre les religions monothéistes. Mais difficilement, l'imam parlera le même langage que le pasteur ou le prêtre. Au début, je me suis dit que cette discussion pouvait désormais amener les juristes et les politistes à envisager une mutuelle concurrence. Mais la chose s'empoigne tout à l'heure. Je ne sais pas, m'installe dans mon pessimisme. Je comprends cela. Cette conflictualité a commencé dès les années 70-72 avec l'activité intense du Conseil constitutionnel. Et vous savez que le doyen Favoleux dans sa position, c'est celui-là qui a travaillé le plus à créer un droit constitutionnel contentieux. Et dans cette obstination, il a évacué totalement la possibilité d'analyser des phénomènes juridiques par les politistes. C'était même une haine totalement injustifiée. Alors, évidemment, dans cette perspective, il y a eu un mouvement de pensée chez les politistes qui a émergé dans les années 80 et qui s'est décrété dans les années 90, tendant ainsi à répondre au propos du doyen Favoleux qui considérait dans un ouvrage célèbre que la politique était saisie par le droit. C'est-à-dire que le droit, évidemment, est l'encadrement des phénomènes sociaux. Mais cet ouvrage a permis de savoir également que le droit peut être saisi ou charrié par la politique, parce que le droit n'est rien d'autre que, surtout le droit public, n'est rien d'autre que l'encadrement juridique des rapports de force humaine. Je crois que chacun doit habiter sa maison, mais socialement, il doit savoir que des voisins existent et que
il peut partager un certain nombre de problèmes liés, n'est-ce pas, à leur voisinage. C'est ce que je voulais dire par rapport, n'est-ce pas, à cette question d'identité. La question qui m'a été posée a trait à l'équilibre du pouvoir par nous. Si cet équilibre du pouvoir était effectif. Vous savez, la notion de poids et de contre-poids a partie liée avec la physique mécanique. Il s'agit d'une masse inerte qui est utilisée pour contrebalancer un poids quelconque.